Les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 2 octobre. Premier cours, la leçon modèle sur l'éducation aux valeurs et l'utilisation des téléphones portables par les élèves. L'attaque du bateau Tombouctou, celle de Léré à Charan, le camp Firoun Ag de Gao, Bourem, la DIRPA a fait le point des récentes attaques terroristes au nord et au centre lors d'une conférence de presse ce lundi. Le CSP-PSD se vide de ses membres. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, membre de la CMA, se démarque des actions récentes posées par le CSP. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Ce lundi 2 octobre 2023, les élèves du fondamental, du secondaire technique, du professionnel et du normal, mais aussi de l'éducation préscolaire, spéciale et non formelle, ont repris les cours au titre de l'année scolaire 2023-2024. Excepté quelques écoles fermées au nord et au centre du pays, cette rentrée a été effective dans le reste du pays. Soumaïla Fani. Après 3 mois de vacances, les élèves sont retournés ce lundi 2 octobre sur les bancs de l'école au titre de l'année scolaire 2023-2024. Un jour particulier pour les nouveaux élèves qui font leur premier pas dans la vie scolaire. Dans toutes les classes des différents ordres d'enseignement, des leçons modèles ont été dispensées, portant d'une part sur l'éducation aux valeurs et d'autre part sur les dangers de l'usage du téléphone sur la performance scolaire. Alors, quel est l'impact des téléphones dans la vie des élèves que vous êtes? Et en dehors de l'école, quel est l'impact des téléphones dans la vie pratique? Avec un téléphone portable, on peut savoir ce qui se passe dans son téléphone. C'est un moyen de parler, de s'informer, d'amener un sujet qui nous informe sur les actualités du monde entier. C'est une invite à une utilisation rationnelle, une utilisation mesurée du téléphone. Le téléphone a certes des dangers, ça on le sait. Et une mauvaise utilisation fait que ça peut avoir des répercussions négatives sur les résultats scolaires, sur la performance même des enfants. Donc je dis ça, c'est une utilisation exagérée, abusée. Mais de l'autre côté, on a besoin aussi du téléphone pour apprendre. Donc il s'agit pour nous de faire la part des choses, de savoir que le téléphone peut être un outil de travail si nous l'utilisons à bon escient. Et le téléphone peut être un instrument dangereux entre nos mains si nous l'utilisons de façon abusive. Au regard des taux d'admission aux examens du DF et du bac assez faibles l'an dernier, le défi de cette année est comment rehausser ces taux. Aujourd'hui, pour rehausser le taux, les résultats, il faut que tous les acteurs se donnent la main. Que l'on soit parents d'élèves, que l'on soit enseignant, que l'on soit comité de gestion scolaire, représentant de parents d'élèves, l'administration scolaire, chacun de nous doit se donner la main. Sur le plan pédagogique, mais sur le plan infrastructure, pour que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions, les enseignants dans de bonnes conditions, les enfants vont apprendre dans de bonnes conditions, et la pédagogie aussi qu'on s'y intéresse. Le respect du temps de travail, le respect du programme et la formation des enseignants, tout cela vont contribuer. À Mamariboukou, à environ une vingtaine de kilomètres du centre-ville, les écoles comme Fatmata Koulibaly enregistrent un nombre de nouveaux venus. Les arrivées sont massives depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. On peut même dire depuis la création de l'établissement jusqu'à aujourd'hui. Donc nous constatons plus d'arrivées que de départs. En un mot, il y a plus d'entrées que de sorties. Donc nous sommes parvenus à regrouper beaucoup d'enfants. Et le recrutement aussi, ça se passe d'abord par un test de niveau, donc de la première année jusqu'à la 9e année. Pour rappel, à cause de la crise sécuritaire, beaucoup d'écoles du nord et du centre resteront fermées et plusieurs enfants suivront l'année dans des camps de réfugiés où le gouvernement a ouvert des salles de classe selon les autorités. Cette rentrée scolaire s'effectue dans un contexte sécuritaire qui ne favorise pas le retour de certains élèves en classe dans les régions du nord et du centre. Qui de la reprise dans ces zones, on en sait plus avec Djeneba Samaki. Depuis plusieurs semaines, la région de Tombouctou est soumise à une pression accrue. C'est dans ce contexte de tension que se tient la rentrée scolaire. La rentrée aujourd'hui ici à Tombouctou, à l'intérieur de la ville, elle est effective. Parce que dans toutes les écoles,
Les maîtres sont sur place, les élèves aussi. Et les cours ont démarré comme ça a été demandé par les autorités avec les leçons modèles. Ici à Tombouctou, les KF représentant le gouverneur avec une délégation a fait le tour dans certaines écoles où la leçon modèle a été dispensée devant eux. Toutefois, les écoles de certaines zones en proie aux attaques terroristes sont restées fermées. Le même constat est fait dans la région de Gao. La rentrée s'est très bien débutée à Gao. On n'a pas vu un endroit, quand on prend le cas d'Ansongo, les 85% des écoles ont fait leur rentrée. Quand vous prenez Bourem, la même chose, Gao pareil. Donc les autorités aussi ont fait le tour, n'est-ce pas, de l'ensemble des écoles au niveau du centre-ville de Gao pour voir l'engouement. Et l'engouement est vraiment satisfaisant. On a une satisfaction de 80% par rapport à la rentrée 2023-2024 au niveau de la région de Gao. Les 15% qui restent, c'est des zones qui ne sont pas encore accessibles. C'est des zones d'insécurité où la situation d'insécurité des enlèvements de tueries continue. Donc du coup, c'est pas facile d'aller mettre la vie des enseignants et des élèves en danger. Au centre, le constat est tout autre. Pas moins de 450 écoles sont fermées dans les 68 communes qui comptent la région. La date d'aujourd'hui, le 2, nous ne pouvons pas vous confirmer qu'une de ces écoles sont réouvertes. Bon, en fait, l'an dernier, il y a une école qui a été réouverte. C'est l'école de Yalasokou. Grâce à la présence de l'armée, cette école a été réouverte. À part ça, cette année, nous parlons actuellement de l'école de Dougoutene, mais il n'y a pas encore de confirmation. Bon, nous attendons voir d'ici la fin de la semaine si elle sera aussi effective. Ce n'est que cette seule école dont la réouverture a été actée, quoi. Des dispositions doivent être prises pour que les enfants issus de ces écoles fermées puissent quand même continuer leur cursus scolaire. Quand vous regardez aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans dans certaines zones, plus de 7 ans dans certaines zones, 8 ans même dans certaines zones comme Djungani. Djungani, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas d'école. Donc dans ces espaces-là, s'il n'y a pas d'école, ça veut dire que c'est plus de 140 000 élèves dans la zone du pays de Gond qui seront vraiment frappés par cet analphabétisme. Et là, pour l'avenir, ça pourra beaucoup jouer sur le développement de la localité et même sur le développement du Mali. Selon un récent rapport de l'UNICEF, au total 1500 écoles sur 9000 sont fermées ou non fonctionnelles à cause de l'insécurité. Les régions sont différemment affectées. Par exemple, à Menaka, la moitié des écoles sont fermées. À Mopti, environ 25% des écoles sont fermées. L'organisation précise que ces écoles ne sont pas fermées uniquement à cause des attaques des groupes armés, mais aussi à cause de l'absence d'enseignants qui refusent souvent d'aller dans les zones touchées, d'où des écoles non fonctionnelles. Toujours sur la situation sécuritaire, la DIRPA a tenu ce lundi 2 octobre sa traditionnelle conférence de presse afin de faire le point sur les récentes attaques, particulièrement celles du mois de septembre. Assetoumani Koulibaly. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, ce sont là les différents points qui ont été approfondis par le directeur de la DIRPA, le colonel-major Souleymane Damélé, ce lundi 2 octobre. Il est notamment revenu sur la tragique attaque du bateau Tombouctou survenue le 7 septembre 2023. Le bateau a été attaqué. Effectivement, le bateau était sécurisé et il y avait des militaires à bord pour la sécurisation du bateau. C'est vrai que quand ces militaires vont essuyer des coups, ils vont répondre. Donc, c'est dans les échanges que voyant qu'ils ne pouvaient pas tenir tête, donc ils ont envoyé des obus dans le bateau et c'est ce qui a fait que le bateau a pris feu. Mais aussi dans les échanges, vous savez, les passagers ont été pris de panique.
il y a beaucoup aussi qui se sont jetés à l'eau. Donc l'attaque de Tombouctou a fait un bilan de 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. Donc le bateau a été complètement détruit. Le mois de septembre a été particulièrement rude. Une attaque kamikaze contre le camp de Gao le 8 septembre a été enregistrée, suivie de celle de Bourem, de Léré le 17 septembre 2023 ou encore celle contre l'emprise d'Acharan le 27 septembre. Le chef de la communication de l'armée a également fourni des explications sur l'incident aérien qui s'est produit à Gao, impliquant un aéronef de l'armée de l'air malienne. Et réellement, je vous dis, l'avion n'a pas été abattu par un quelconque DCA. Donc le temps était mauvais, la piste n'avait pas pu être récupérée, c'est une panne un peu technique. Donc il fallait que le pilote atterrisse d'urgence et il a été en même temps récupéré par les forces spéciales de l'armée de l'air. Donc il y a eu pas mort d'hommes, on a perdu un aéronef et je pense que c'est une prouesse. L'attaque de l'emprise de Léré, donc c'était le 17 septembre. Côté Ami, Fama, nous avons perdu 5 hommes, 20 blessés, 11 portés disparus. Côté terroriste, il y a 7 corps qui ont été retrouvés dans le camp, mais aussi il y a des frappes de répression qui ont été effectuées sur des véhicules occupés par des combattants. Donc il y a 8 véhicules occupés, détruits, dont certains équipés également d'armes lourdes. Le colonel-major Souleymane Damélé a également exhorté la presse malienne à se méfier de certaines informations circulant sur les réseaux sociaux et qui pourraient être source de confusion. La DIRPA souligne que dans chaque localité où la MINUSMA va se retirer, les forces armées maliennes ne ménageront aucun effort pour assurer la relève. Après le Gatia fin juillet, le MAA, le MSA le 24 septembre dernier et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger le mardi 26 septembre, c'est au tour du ministre Moussa Aga Attaher, membre de la CMA, de se démarquer entièrement des actions posées par le CSP depuis ce 1er octobre 2023. Le CSP-PSD se vide de ses membres, un dossier signé Paul Yapinguisson. Le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSP-PSD, coalition de mouvements politiques et militaires du nord du Mali, formé en 2021, se vide de plus en plus de ses membres. Constitué au départ par la coordination des mouvements armés de l'Azawad, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, le mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, le Gatia, à ce jour, presque les membres fondateurs du CSP-PSD ont presque tous démissionné, excepté la CEMA et une aile du Gatia. Pour l'enseignant-chercheur Pierre Claver Bakoroba Traoré, analyste politique, il pense que les mouvements signataires doivent s'entendre pour la relance de l'accord. Le CSP, je pense que les points de discorde peuvent apparaître, la volonté de certains groupes certainement d'être plus conciliants vis-à-vis du gouvernement de transition pour que le dossier du Nord puisse avancer. Il faudrait que le gouvernement malien s'assume, soit à la tête de pont de cette relance-là. Il y a une crise de confiance entre les différentes parties. Accepter de relancer le comité de suivi de l'accord pour aider à éradiquer cette crise de confiance. Et que le gouvernement malien vienne avec des propositions concrètes. Au début de la transition, on nous avait dit qu'on allait faire une relecture intelligente de l'accord. Je pense qu'il faut qu'on matérialise cette relecture intelligente et qu'il doit pouvoir faire des concessions pour qu'on puisse relancer les discussions sur l'accord. Le premier à claquer la porte est la CMFPR, Coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance, qui a annoncé son départ du cadre stratégique permanent depuis le 12 juin 2023. En outre, la division au sein du Gatia, groupe d'autodéfense des Touaregs, Ingag et alliés, membres de la plateforme, impactent les activités du CSP. Le Gatia, tendance Fahad Ag Al-Moud, est toujours membre de l'organe, tandis que l'autre bureau récemment mis en place et dirigé par Youssouf Ag Mohamed s'est retiré du cadre le 25 juillet dernier. La récente démission est celle de la plateforme qui, dans son communiqué, dit informer l'opinion nationale et internationale
qu'elle n'est nullement engagée dans la confrontation armée en cours ou à venir avec l'État du Mali, suite au retrait de la MINUSMA de certaines entreprises des régions du nord du Mali en vue d'être occupées par les FAMA. Quant au mouvement pour le salut de l'Azawad, membre du mouvement de l'inclusivité, sa démission fait suite au communiqué publié par le CFP-PSD le dimanche 10 septembre 2023, accusant le gouvernement du Mali de violer les termes de l'accord d'Alger et de rompre le cessez-le-feu obtenu le 23 mai 2014. L'actuel ministre des Maliens établi à l'étranger, Moussa Ag Attaher, représentant la coordination des mouvements de l'Azawad au sein du gouvernement, s'est officiellement démarqué entièrement des actions posées par le CSP ce 1er octobre et aussi lancé un message à l'unité nationale de reconnaître le caractère unitaire de la République et d'inviter l'ensemble des Maliens à s'inscrire dans cette dynamique. On se souvient que le 6 avril 2012, sur le plateau d'une chaîne télévisée française, Moussa Ag Attaher, alors porte-parole du MNLA, qui avait proclamé la prétendue indépendance de l'Azawad, une déclaration rapidement rejetée par la communauté internationale. Les ex-rebelles Touaregs de la coordination du mouvement de l'Azawad, SEMA, signataires d'un accord de paix, se sont dit en temps de guerre avec les autorités de la transition. L'actualité internationale nous amène aux États-Unis. L'ancien président américain et 2 de ses enfants sont accusés d'avoir gonflé pendant des années leurs actifs immobiliers. Ce lundi 2 octobre 2023 s'ouvre son procès civil à New York. Boubacar Essem Maïga. Le procès civil de Donald Trump et 2 de ses enfants accusés d'avoir gonflé de manière colossale leurs actifs immobiliers est ouvert ce lundi 2 octobre à New York. L'ancien président de 77 ans a annoncé dimanche soir qu'il comptait être présent lundi aux plaidoiries d'ouverture devant la Cour suprême de l'État de New York. Le juge new-yorkais Arthur Engoron a déjà jugé que Trump et ses fils avaient commis une fraude en gonflant la valeur des actifs immobiliers et financiers de la Trump Organization pendant des années. La procureure générale de New York, Laetitia James, réclame désormais 250 millions de dollars de sanctions et le retrait de Trump et de ses fils de la gestion de l'empire familial. Trump ne peut pas être condamné à la prison dans cette affaire, mais le procès menaçant son empire économique est susceptible de perturber sa campagne pour reprendre la Maison-Blanche. Donald Trump est inculpé au pénal dans 4 dossiers différents qui n'ont pour l'instant pas entamé sa popularité auprès de la base républicaine. L'ancien président américain doit notamment comparaître à partir du 4 mars devant un tribunal fédéral de Washington. Il est accusé d'avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden. Il aura ensuite rendez-vous avec la justice de l'État de New York pour des fraudes comptables, puis en Floride pour sa gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la présidence. Point final donc à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir.